Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. L'adage est connu des marketeurs, on a tendance à dire qu'à un instant T, seuls 5% des entreprises seraient prêtes à acheter ton offre. Dans ce contexte, être capable de construire des stratégies pour toucher les 95% restants et les amener petit à petit, les guider dans leur réflexion d'achat, c'est un enjeu marketing très important pour pouvoir alimenter le pipeline. Donc dans cet épisode, on va parler justement de comment est-ce qu'on fait pour générer de la demande, essayer de capter l'attention de ces 95%. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Guilhem Berthollet, qui est fondateur d'Invox. Bonjour Guilhem. Et bonjour à tous surtout, déjà, et merci de nous écouter. Merci Axel de m'inviter chez toi, que j'écoute depuis un petit moment déjà. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. L'invitation est tardive, mais c'est vrai que ça fait un moment. Enfin, moi aussi, je suis tes contenus, donc c'est avec plaisir que je te tends le micro pour cet épisode. Bon, écoute, nous on se connaît du coup, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, ce qu'on peut retenir, c'est que moi je suis un très très vieux blogueur. J'ai commencé le blogging en 99, et je l'ai toujours fait dans toutes les boîtes où je suis passé, toutes les boîtes que j'ai montées. Et si on accélère un petit peu, le fait d'avoir fait ça très très tôt et à haute dose fait qu'aujourd'hui, je suis le fondateur de Invox, qui est une agence qui historiquement était une agence de content, de création de contenu. On faisait des blogs Mhm. et des livres blancs et des newsletters, hein, grosso modo, il y a 13 ans Ouais. quand j'ai lancé. Et puis aujourd'hui, on a évolué avec nos métiers. Donc je suis non seulement agence de contenu, mais on est une quarantaine déjà aussi maintenant. Donc j'ai vieilli, j'ai perdu des cheveux et puis j'ai gagné des coéquipiers qui sont aussi aujourd'hui experts de la présence LinkedIn, et puis de l'utilisation de tout ce qui va être nurturing, marketing automation. Et en fait, au-delà de ces gros mots-là, de ces jargons-là, notre métier, c'est effectivement d'aider les entreprises à capter les gens qui sont pas encore en process d'achat. Et Mhm. pour des boîtes B2B, on fait ça que sur du B2B, mais pour des boîtes B2B, en fait, c'est sans doute là qu'il y a un gisement business qui est assez, pas forcément insoupçonné, mais en tout cas pas toujours très bien travaillé. Donc on s'évertue à faire ça avec nos clients aujourd'hui. Très bien. Et donc, déjà, on ne vieillit pas, on se bonifie. C'est Hein, vrai. je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Mais ouais, non, mais effectivement, du coup, C'est pas ce que disent mes chevilles quand je reviens de courir, mais oui, ok. ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs, je dois aller moi chez le médecin pour problème de tendinite juste après l'épisode. Mais oui, du coup, j'allais dire, je reviens sur notre sujet. Euh, c'est vrai que on a tendance à se concentrer au final, tu vois, sur la demande qui est prête à être captée tout de suite. On pense évidemment aux leviers qui ont un effet très rapidement, comme l'outbound, comme potentiellement le paid, notamment sur Google, où tu es capable d'aller cibler des intentions d'achat qui sont assez fortes. Mais au final, ce panier-là, il est limité, il est fini. Et si on ne fait que ça, du coup, on va se heurter à un moment ou à un autre à un plafond de verre dans la croissance de l'entreprise, hein, dans ce qu'on est capable de générer au marketing. Donc, l'idée, comme je le disais, c'est qu'on parle justement de comment est-ce qu'on fait pour travailler ces 95-90% restants, ce qu'on appelle la demand gen, la génération de la demande. Est-ce que tu peux revenir peut-être, du coup, même si j'ai brossé un petit peu le contexte, mais sur les enjeux, à quoi ça répond, ce que c'est que la demand gen, et pourquoi est-ce qu'il faut absolument anticiper ce type de stratégie? Ouais. Alors effectivement, le premier point, c'est de se dire, tout le monde, on connaît à peu près nos cibles, hein. Il y en a qui ont besoin de travailler un peu leur personnel, leurs ICP. Ça, maintenant, il y a quand même beaucoup de littérature là-dessus, donc c'est pas le sujet de s'étendre. Mais en gros, quand on a des cibles qui sont effectivement déjà équipées, donc elles sont perdues, on leur vendra jamais rien. On a des Mmh. cibles qui sont en cours d'équipement, quel que soit ce que vous vendiez, hein, que ce soit du logiciel, du service, même des produits ou de l'industrie. Il y en a qui sont en processus d'achat, et puis il y a tous les autres. Alors, les statistiques, 5, 10, 15%, c'est pas tellement la question. En tout cas, à un instant T, il y a toujours plus de monde qui est pas encore en recherche que de gens qui sont en cours de recherche. Sur ces personnes qui sont en recherche, ça c'est vraiment la lead gen. Ça c'est ce qu'on connaît très bien parce que c'est là où il y a du business court terme. Les boîtes elles sont quand même assez dopées à se dire il faut que je remplisse mon pipe commercial, il faut que mes commerciaux ils aient des deals à signer, il faut que j'ai du chiffre d'affaires. Donc le premier réflexe c'est de se dire à minima faut que les gens qui cherchent ils me voient. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on a les canaux à la perf, hein, qui en plus, alors c'est assez marrant, mais je pense qu'on est un peu dopé à ces canaux-là parce qu'il y a des métriques dans tous les sens. Il y a des chiffres, il y a du reporting, on peut dire combien ça coûte le ROAS, le CAC, le coût d'acquisition, le CPL, le CPA quand il y a de Mmh. l'achat à la fin. On a quand même une ingénierie et les grandes plateformes ont quand même vachement mis en place ça. En fait, c'est pas tellement qu'elles amènent le meilleur trafic, c'est que souvent elles ont le meilleur outil de reporting, donc on est complètement dopé à ça.
et que pendant un moment, il y a eu un peu un désinvestissement de sujets sur lesquels on a moins de ROI prouvable à court terme. Et donc, ce double effet de je sais pas trop prouver quand je fais quelque chose qui est pas court terme et en même temps, j'ai besoin de business très rapidement, fait qu'on a un prisme où effectivement, on met peut-être 80% de nos efforts à aller taper 10% du marché et on investit assez peu. On pense aussi quand même de moins en moins long terme ou en tout cas moyen terme dans des business B2B où on a parfois des cycles de vente en plus qui sont longs, de se dire est-ce que j'investis suffisamment pour aller me préparer mes deals de demain. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes. Je sais pas ce que tu fais le jeudi 26 février à 11h, mais j'ai un webinar à te proposer, et ce webinar, il est organisé par mon partenaire Diffly. Est-ce que toi aussi, tu as déjà entendu la phrase « je pense que » en réunion quand on parle des enjeux des clients et des prospects? Moi, je sais pas pour toi, mais cette phrase, elle me fait dégoupiller. Parce qu'en fait, un avis, tout le monde en a un. Ça en fait pas une vérité. Mais ce qui va nous intéresser pour prendre des décisions, c'est vraiment ce que disent les clients et les prospects. Pas ce que nous, on pense qu'ils disent ou ce qu'on pense qu'ils ressentent. Pourtant, en marketing, on aime bien dire qu'on est data-driven, qu'on prend des décisions qui sont éclairées par la donnée. Et la donnée client, en entreprise, en B2B, on n'en a jamais autant collecté. CRM, NPS, des enregistrements de calls, des surveys, des analyses de marché. Malgré ça, marketing, sales et product, on n'est pas toujours aligné sur la compréhension réelle des besoins des acheteurs. Et donc, en fait, c'est ce que va te permettre de creuser ce webinar. C'est ce que je te propose de découvrir avec Diffly. En gros, pourquoi les processus actuels ne suffisent pas à créer de l'alignement entre les différentes équipes, où et comment la compréhension client se fragmente entre les équipes, comment utiliser leur win-loss analysis comme source de vérité, et comment transformer ces insights en prise de décision marketing, sales, produits réellement alignés. Je te mets le lien dans la description de l'épisode, et maintenant, je te laisse retourner à ton contenu. Et tout le fonctionnement de la demand generation, donc c'est en gros il y a deux phases, il y a la lead gen, là on est sur la capture de la demande efficace, et puis sur la demand gen, on est sur quelque chose de beaucoup plus long terme, on va être sur de la pédagogie, sur éduquer son marché, quand il y a des changements de pratiques d'achat, ou tout simplement aller mettre la petite graine dans l'esprit de demain un potentiel acheteur, mais qui aujourd'hui a peut-être d'autres sujets en tête, c'est pas ses prios, c'est pas son budget, il a besoin de qu'on le nourrisse un petit peu dans sa réflexion. Et donc toute la demand gen, c'est ce socle de contenu. Je le dis tout de suite parce qu'il faut pas l'opposer au reste. C'est pas je fais l'un ou l'autre. Pour beaucoup de boîtes, il faut de toute façon couvrir les deux. Il y a une question de maturité de marché. Moins le marché sera mature, plus il va falloir investir en demand gen. Plus le marché est mature, plus on peut aller se battre avec ses concurrents un peu de manière plus frontale sur la partie clients qui ont envie d'acheter tout de suite. Donc déjà, c'est pas pareil pour tous les secteurs. Mais quoi qu'il en soit, tous les secteurs, ils ont quand même un intérêt à se dire, je prépare un peu le terrain pour que quand il y a des projets dans ces boîtes-là qui vont se décider, que mes interlocuteurs cibles, vraiment les personas cibles que je veux avoir, ils aient déjà vu ma marque, ils m'aient en tête, ils m'aient identifié comme quelqu'un qui est bon sur mon métier. Donc il y a ce petit côté préférence de marque qu'il faut mettre en place. Et puis aussi, il y a tout un sujet de dire, si je fais rien, si je prends pas la parole, peut-être qu'il y a moins de gens qui vont se mettre à acheter. Donc il y a aussi, et ça, au niveau d'un marché, ça se voit très fort, quand il y a 4-5 acteurs qui commencent à évangéliser, en fait, le marché, 2-3 ans plus tard, il boom beaucoup. Parce qu'il y a eu ce travail qui est un peu collectif, on peut pas le faire tout seul au milieu du désert non plus, mais qui a été ce travail d'éducation. On a créé finalement un besoin, on a créé un sujet, on a mis des solutions en face, et c'est ça qui est intéressant. Et donc pour faire ça, c'est là où on va rencontrer des mécaniques qui sont un peu différentes, et très souvent, c'est un peu l'autre face de la même pièce qui est celle du content, de la création de contenu, parce que je peux pas débarquer en fait sur des gens qui sont pas prêts à acheter. Je peux pas leur dire tiens, est-ce qu'on peut se parler à 11h30 mardi, ou est-ce que ça t'intéresse d'avoir 20% de réduction sur mon offre, ou attention temps limité, offre spécifique, est-ce que tu veux une démo, est-ce que tu veux parler à un vendeur, en gros à un commercial. En fait, ça va pas avoir de prise sur les gens qui sont pas encore prêts à ça. Et donc tout l'enjeu de la demand gen, c'est d'aligner le contenu, les canaux, et puis de travailler dans la durée aussi. Ça change aussi un peu le shift, de se dire, un lead, c'est pas 3 semaines de traitement, puis s'il achète pas, tant pis, je passe à un autre. Il y a aussi un côté un peu plus long terme, qui est notre cadre de jeu, en fait, quand on parle de demand gen. Tu l'as dit, ouais, c'est vrai que c'est pas en opposition avec la capture de la demande ou la lead gen, c'est des objectifs différents, complémentaires, on va dire. Et effectivement, ça dépend aussi il y a des phases de maturité où c'est vrai que quand on structure au tout début le marketing, on a tendance à dire capte déjà la demande existante et puis après remonte petit à petit. Mais c'est effectivement toujours important de le travailler quand même en fond pour, tu l'as dit, préparer le pipe de demain, parce que sinon on va vite toucher un plafond de verre en fonction de la maturité du marché qui est plus ou moins haut quand même, quoi. Ouais. C'est un peu un continuum. Tu vois, si on prend un truc un peu grand public qui parle à tout le monde, les gens qui vendent des voitures,
ils ont pas juste des concessions. Ils appellent pas dans le vent en disant est-ce que vous voulez acheter une voiture, est-ce que vous voulez acheter une voiture, est-ce que vous voulez acheter une voiture, et puis 5 fois sur 100, il y a quelqu'un qui leur dit ah bah ouais tiens ça tombe bien, ma voiture vient de tomber en panne, ou je vais avoir un enfant, il faut que j'ai une voiture plus grosse, ou j'ai un nouveau job, je gagne mieux ma vie, j'ai besoin d'une voiture plus luxueuse. En fait, ils ont tout un travail de projection, de branding, de dire on a des nouveautés, on a des choses qui se passent, et on n'est pas tout de suite sur achète mon produit à tel prix. Il y a plein d'autres étapes qui se passent. Et ça, on est sur un produit finalement un peu grand public, donc il y a pas voilà, il y a pas tant de mécanique d'achat. On est un ou deux dans un foyer à décider quelle voiture on va avoir. Si on transpose ça dans du B2B, souvent on va avoir plusieurs acheteurs, un comité de sélection, et qui vont avoir chacun leurs critères de sélection. Ouais. Donc on a en plus ce côté-là d'éducation, de dire même si je capte la bonne personne, en fait, il faut quand même que j'en convainque une autre partie. Et donc, même sur les intentionnistes, le travail un peu de fond qu'on a pu avoir, notamment d'avoir soigné un peu la visibilité de sa marque et puis d'avoir un peu des contenus intéressants, ça peut aussi aider à la partie lead gen et closing derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas les opposer, hein. C'est vraiment complémentaire. Alors, pas sur tout, mais il y a quelques socles qui vont venir aider un peu sur les deux volets. Donc, en général, même quand on travaille sur la demand gen, on a tendance à être plus efficace en lead gen aussi. Ouais. Et inversement, quand on a bien travaillé sa lead gen, en général, on est plus précis sur les types de clients qu'on veut apporter aux commerciaux, et donc on travaille en général de meilleurs sujets, et on a une meilleure connaissance de sa cible. Ouais, de toute façon, on le voit bien effectivement, enfin, n'importe quel commercial le dira, c'est quand il y a déjà eu des contacts en amont, avec la marque, derrière, engager la conversation, Ouais, même en outbound, si, en prospection, je veux dire, c'est beaucoup plus facile, s'ils ont entendu parler de la marque par un autre canal, quoi. Donc évidemment, tu prêches à un convaincu, mais disons que je viens d'être convaincu. Par quoi est-ce que je démarre? Du coup, si je veux structurer une stratégie de demand gen, du coup, c'est quoi les piliers, d'une stratégie efficace? ouais. Alors c'est une bonne question. C'est une question limite, on pourrait faire quelques heures dessus. Ouais, Je vais mais vas-y, essayer. tu 30 secondes par contre, Non, parce mais que du coup, après, faut 30 passer à la secondes. suite. Non, mais tu as raison. Alors déjà, le premier point, c'est de toujours partir de qui sont les cibles et quels sont en gros les grands sujets avec lesquels on va les capter, qui sont pas forcément le produit. On est obligé de se dire, si je vends un logiciel pour les DRH qui répond à tel besoin, je sais pas, de recrutement par exemple, ok, je suis un logiciel qui aide au recrutement, on fait un meilleur recrutement grâce à nous. Euh, il va falloir que j'élargisse un peu. Il va falloir que je parle des tendances de recrutement, que je parle des évolutions peut-être de réglementation, des évolutions techno, la place de l'IA dans le recrutement, que je montre peut-être des exemples de boîtes qui ont changé complètement leur façon de recruter. Il va falloir que j'élargisse un peu le cercle. Donc je pars de à qui je parle, d'une bonne connaissance de ma cible. Je crois ça avec quels sont les sujets sur lesquels quand même j'ai envie de prendre la parole. Et là, je vais avoir un premier socle qui est vraiment la partie comment j'exprime mon expertise via des contenus. Contenu assez large, hein, c'est du site, du blog, présence social media, des vidéos, des contenus longs, des contenus à télécharger. L'idée, c'est de dire comment je raconte mon histoire et mon expertise. Ça, souvent, c'est la première chose. Et tout de suite derrière vient le comment j'engage mes cibles. Comment je parle aux personnes dont j'aimerais qu'elles consomment le contenu que j'ai à proposer et qu'elles me remarquent en gros. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cet équilibre-là de dire, il faut à la fois que je parle et à la fois que je sois entendu. C'est vraiment notre obsession, notre monomanie, c'est de se dire, je suis pas là que pour faire le meilleur contenu du monde. Je suis pas là que pour parler de la marque et dire, ok, tout le monde m'a entendu, mais personne ne sait ce que je fais et pourquoi je le fais bien. On est vraiment à cet interstice des deux. Et ça demande d'être bon en content, et ça demande d'être bon derrière sur des canaux qui sont pas ceux où je vais être quand je recherche déjà bas de funnel, quoi, où je suis déjà prêt à prendre ma décision. Et donc on se déporte sur beaucoup le canal LinkedIn. Ça, aujourd'hui, en tout cas en B2B, il y a peu d'audience qu'on peut travailler sur LinkedIn. Il y en a quelques-unes, hein, certains artisans, voilà, des publics peut-être plus opérationnels qui veulent être un petit peu plus loin. Dès qu'on est sur des décideurs, voilà, PME, dirigeants et plus, on va être quand même beaucoup sur le canal LinkedIn, ce qui enlève pas forcément certains autres canaux, mais on va être beaucoup là-dessus. On a un sujet quand même SEO sur lequel il faut qu'on soit positionné. Alors SEO et GEO, évidemment, la partie IA qui est nécessaire. Mais en gros, ça va être ça déjà nos premiers socles. Et on a une deuxième grande brique, donc ça c'est pour gagner en visibilité auprès de nouvelles personnes sur les bons sujets,
qu'on soit identifié sur les bons sujets. Et on a très vite quand même un sujet de, vu la longueur du cycle et vu aussi qu'on va chercher des gens qui sont pas encore prêts à acheter, on a cette logique de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les a touchés la première fois. Et donc ça aussi, c'est un peu une obsession, c'est de se dire, est-ce que j'arrive à avoir un endroit dans lequel tous mes contacts, tous les gens que j'ai ciblés tombent? Et là, je peux commencer un côté un peu plus répétitif au bon sens du terme, de pas se dire je les saoule au point qu'ils ont tous envie de subscribe et de surtout plus entendre parler de moi. Mais comment j'arrive avec un peu de subtilité à les embarquer pour avoir plusieurs touches. Et ça, que ce soit sur le canal original par lequel ils sont arrivés ou d'autres canaux, d'essayer de se dire comment je les touche par d'autres moyens. Est-ce que je les invite à des événements? Est-ce que je leur envoie un petit message LinkedIn? Est-ce que je les retarget avec de la pub? Est-ce que je vais couvrir? Est-ce que je suis visible dans de la presse ou dans des événements auxquels ils vont? Voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est une fois que j'ai attiré le début de l'attention, comment je crée de la récurrence? Parce qu'en gros, c'est très simple et c'est assez humain. On aime davantage les gens qu'on voit plus souvent. C'est un peu le loin des yeux, loin du cœur. C'est un Mmh. peu la même chose dans la relation avec une marque. Quand quelqu'un est déjà un peu dans la... Nous, on le voit beaucoup chez Invox parce qu'on s'applique beaucoup à nous ce sujet-là. On a des gens qui nous envoient des demandes et ils nous disent « Ah, ça fait 2 ans que je vous suis, j'adore vos contenus ». En fait, il n'était pas question pour eux, le jour où ils avaient un truc à faire, de pas solliciter la marque parce qu'en fait, ils nous connaissent déjà. Alors, on est en compète avec d'autres, hein, et puis parfois on gagne pas, mais en tout cas, il y a une préférence de marque parce qu'on est positionné sur les sujets sur lesquels on voulait prendre la parole. Et donc ça c'est un point qui est assez important, ce côté et c'est là où on va faire tomber l'automatisation, les workflows, les séquences de nurturing, c'est tout ce vocabulaire un peu industriel, pas très joli. En fait, c'est à ça que ça sert, c'est à se dire comment j'optimise chez tous les gens qui me connaissent déjà plus ou moins, qui sont entrés par une des portes d'entrée que je propose, comment j'arrive à garder la relation sans être dans une relation uniquement j'ai un truc à te vendre, est-ce que tu veux devenir client et donne-moi des sous. Donc c'est vraiment ça le truc, c'est de se dire je donne du temps, de l'expérience, de l'expertise, des exemples, des bons contenus. Et comment je donne? Parce que à un moment, je vais récolter aussi ce que j'ai semé par des gens qui vont se tourner vers moi. Et c'est de là que se tire le côté demand gen. Le côté j'ai généré de la demande, c'est que en fait j'ai nourri des personnes qui vont être en posture de demander, de se dire bah tiens en fait j'ai envie de bosser avec vous. Et ça Mmh. change quand même beaucoup de choses après au niveau commercial. Ouais, ouais. Oui, donc en fait, tu reviens donc de la base. J'allais On parle de Mangen, en fait, on pourrait parler d'inbound, si ce n'est qu'on mélange potentiellement des canaux Ouais, aussi, tout à fait. à haute bande sur certains points de contact, mais en gros, c'est tu reviens aux, mes personas, les problématiques, quels sont, par rapport à ça, les piliers de contenu sur lesquels, les grandes thématiques sur lesquelles moi je suis légitime pour prendre la parole par rapport à mon offre, et où il va y avoir des liens qui vont se faire, en remontant petit à petit aussi les étapes, parce que tu l'as dit, il y a effectivement, je reprends ton RH mettons dans le recrutement, tu as effectivement comment recruter, le logiciel de recrutement, structurer les process de recrutement, enfin tout ce qu'on peut imaginer par rapport à ça. Mais tu as aussi des sujets grandes tendances, des RH, réglementation et tout. Donc une fois que tu as défini ça et toi tes points de vue, on va dire que tu veux, le message que tu veux passer par rapport à ces canaux-là et toi ton positionnement par rapport à ces sujets, c'est effectivement identifier les canaux sur lesquels tu vas pouvoir distribuer ce contenu pour aller générer la première interaction, là où se trouve ta cible. Comment est-ce que tu vas la toucher? Et après, effectivement, comment est-ce que tu vas réussir à maintenir ce contact-là sur le long terme, multiplier les touchpoints, le temps que tes prospects ils avancent dans le processus d'achat et dans la réflexion, C'est quoi. ça. Et ça, c'est toujours de toute façon en lien aussi avec les équipes sales, Mmh. parce que les commerciaux font partie aussi de ce dispositif de nurturing. C'est que Ouais. le marketing peut tout à fait dire, bah tiens, je vous ai fait un kit pour inviter à un webinar, parce qu'on est connecté avec le CRM, on va déclencher aussi un moment dans notre workflow marketing un mail qui part d'un commercial parce que c'est du one-one. On peut basculer sur des outils très typés outbound. On utilise beaucoup d'outils typés outbound pour ces phases de demand gen Mmh. et de nurturing, type la grosse machine, Wallaxy, Lemlist, de se dire, bah, en fait, on fait aussi un peu du multicanal là-dessus, c'est-à-dire que tout contact marketing, il va y avoir aussi un chargé de compte commercial, un owner du lead Mmh. dans la base et qui va pouvoir lui demander une connexion LinkedIn, passer une invitation par un message LinkedIn en private, en message privé pour une invitation à un webinar par exemple ou pour une nouvelle voilà un nouveau contenu sympa qui sort, et de se dire vraiment comment est-ce qu'on essaie de nourrir la relation. Et il y a rien de
Il y a rien de forcément très compliqué dans cette approche. L'idée, c'est vraiment de se dire comment j'arrive à nouer une relation. C'est vraiment comme ça qu'il faut se le dire, en disant Mmh. ok super, j'ai quelqu'un qui a une fois été intéressé par un sujet. Peut-être que c'était la seule fois, peut-être qu'il est hors cible, ça il faut qu'on le qualifie, mais derrière, il y a quand même un vrai potentiel. Il faut pas le voir d'ailleurs sur une seule personne, il faut se dire, nous on accompagne des boîtes, des fois on ouvre le capot du truc, on se dit, oh, mon Dieu, mais il y a 17 000 contacts dans la base, Ouais. qu'ils ont eu sur les 5 dernières années, avec, ils ont payé cher des présences à des événements, ils ont eu des juniors, des SDR qui ont fait du call, ils ont eu des débuts de conversation. On a des business où ils font beaucoup de propal, et il y en a Mmh. beaucoup qui signent pas. Mais tous ces Ouais. gens, à un moment, on a été en contact, ils sont pas forcément bien retravaillés derrière, sauf quand il y a un nouveau DIRCO qui arrive, qui dit moi je veux des leads, allez travailler la base, faites des calls, ou qui confie ça à un centre de téléop pour passer des calls, voilà, un peu dans le vent, Mmh. de dire maintenant en fait il y a tellement plus intelligent À à faire faire. en donnant un Ouais. à petit peu de contenu, en préparant le terrain, en gardant le contact, en revenant vers les gens. Typiquement, un flux classique de Dimension, c'est post close de Lost, donc un Mmh. deal perdu, de se dire bah pendant 3 mois derrière ou 4 mois derrière, je vais reprendre un petit peu le contact. Pas de Mmh. manière, je vais te vendre un truc, mais bah, ok, on n'est pas fâché, c'était peut-être pas le bon moment, mais il y a d'autres canaux à aller activer. Et ça, c'est vraiment cette logique-là, la philosophie, et c'est là où c'est vrai, c'est assez empreint d'inbound, mais c'est un peu plus large que l'inbound parce qu'on dézoome vraiment en se disant, il n'y a pas que le canal digital déjà, Mmh. et puis le canal sortant, il est important aussi. Il faut mettre de la pub sur des bons contenus. Faut Ouais. pas le faire n'importe comment et juste lâcher la planche à billets, mais en gérant bien ces canaux-là, aujourd'hui, on arrive à avoir une perf qui est intéressante. Et c'est marrant parce que ça fait du coup le lien avec le premier point où on disait bah pourquoi est-ce que beaucoup de gens tapent sur le haut finalement de l'iceberg, la partie Mmh. visible, les gens prêts à acheter. Et, là, et en fait, en fonctionnant comme ça, avec cette multiplicité de canaux, on retrouve aussi une capacité à reporter de la perf. En se disant, bah, en fait, on a tout un panel de contacts qui ont été touchés plusieurs fois, ça on arrive à le montrer, et on arrive assez bien à faire la corrélation entre derrière les taux de closing entre des gens purs froids qu'on allait chercher, qui sont dans un process d'achat, mais où on arrive très tard, versus ceux où on a déjà planté la petite graine, la marque est déjà un peu connue, on a des bien meilleurs taux de closing. Pareil sur les vélocités de closing, on a à partir du moment où on crée l'opportunité, on a des pipes qui vont beaucoup plus vite. On a plein de métriques comme ça. Une fois qu'on est un peu mature sur le sujet, une fois qu'on a 18-24 mois d'opération, on arrive à montrer que ça a un vrai impact sur les ventes. Par contre, c'est vrai que ça invite à être un peu plus long terme et à croire aussi dans les bienfaits du branding, de la visibilité, de la noto sur ça. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, je reviens sur ce que tu dis par rapport à, l'inbound et la complémentarité avec des actions sortantes. J'allais dire, on pourrait presque l'illustrer, uniquement dans l'écosystème LinkedIn, tu vois? Où effectivement, tu as posté en organique, il y a des gens qui ont vu ça, qui se sont abonnés à ta page, mais du coup de poster régulièrement, bah, ils vont devoir apparaître régulièrement dans leur fil. Mais en même temps, si toi tu utilises LinkedIn Ads un petit peu pour, ben, pousser un post qui est organique, en thought leadership et toucher une nouvelle audience, derrière ça va te permettre, d'aller la retargeter et puis du coup de continuer à avoir des interactions, être visible auprès de son fil, et puis de coupler ça avec des petits messages en privé de temps en temps. Enfin bref, tu vois l'écosystème, j'allais dire, il s'illustre bien comme ça. Est-ce que tu as des exemples, 2-3 concrètement de comment ça se décline ce type de stratégie, même si tu les as distillés un petit peu déjà Ouais. au fur et à mesure? Ouais, bah alors, on a la chance, tu vois, on accompagne une 50, soixantaine de clients par an, donc des exemples, j'en ai plein. Et en B2B, je vais en donner un côté logiciel parce que c'est ceux qui sont les plus organisés pour ça. Et après, j'en Ouais, donnerai un peut-être davantage côté industriel pour montrer que aussi dans des trucs ça existe, ouais. pas sexy, pas IT, avec des maturités de boîte sur le digital qui sont parfois moins avancées, qu'il y a aussi plein de trucs et que ça fonctionne aussi. Mmh. Premier exemple, Acquiteo. Acquiteo, c'est un éditeur de logiciels ERP qui est spécialisé sur les boîtes de conseil, de compta, donc plutôt ce qu'on appelle professional services. Donc c'est SS2I, boîte de conseil, voilà, donc métier de service où ils mettent à disposition OK. du temps de consultant. Grosso modo, on peut schématiser ça comme ça. Pour eux, on a commencé à faire pas mal d'évangélisation sur ce qu'est un ERP dans ces métiers-là, parce que ça a des spécificités de business model, de flux financiers, de flux documentaires, de gestion des ressources, ce que fait un ERP. Et donc on a commencé assez simplement avec ça, puis après on a eu toute une couche de cas clients, de témoignages clients, pas forcément trop tournés sur Acquiteo c'est les meilleurs, mais plutôt sur en mode
où est-ce qu'on était arrivé avec notre système d'avant, ou pas de système, quels étaient nos blocages, pourquoi on a fait le choix de mettre en place ça, par quelle phase on est passé. Donc finalement, à la fois un peu social proof, verbatim, mais quand même beaucoup plus tourné pédagogie. Et comme on est très sectorisé, bah forcément quelqu'un qui commence à se poser ces questions-là ou qui se dit ouais j'arrive un peu au bout de mon orga, à un moment il faudra qu'on déclenche un projet ERP. C'est un truc lourd, hein. Mmh. Tu mets Ouais, deux c'est ans à gros projet, savoir ouais. ce que tu vas faire, puis après tu mets 2 ans à tester des logiciels et quand tu y vas, tu te dis mon Dieu, j'en prends C'est encore pour pour 2 10 ou ans en 3 plus, ans ouais. de mise en place. Donc c'est des Ouais. processus qui sont longs. Donc la phase d'éducation elle est importante. Et puis on a commencé aussi à différencier la prise de parole, parce que tu as le dirigeant de la boîte, tu as le DSI, tu as les opérationnels métiers, qui en plus les métiers sont pas tous les mêmes. Hein, si tu Mmh. parles dans ces métiers-là, ils ont différentes casquettes. Et donc on a équipé comme ça de contenu. Et puis ils font des salons, ils ont du commerce, donc on a rajouté une petite couche de HubSpot derrière pour les dire bah, bah, comment on reparle aux gens qui sont pas encore matures, parce que dans ce grand temps qu'est le choix d'un ERP qui peut durer 2, 3 ans parfois, parfois un peu plus, bah, si on n'est pas toujours présent, on va peut-être t'oublier et on aura du mal à revenir dessus et à revenir vers toi en tant que marque. Mmh. Et donc on a structuré ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est 80% de leur bise vient de là. Et alors ils font du commercial aussi, mais en gros ils sont connus pour ce côté pédagogie. Là, on est en train d'investir le champ vidéo aussi, pour dire on fait de la pédagogie en vidéo. Donc voilà, on est vraiment sur ce socle finalement assez classique, très organique pour le coup chez eux. Mmh. Là, voilà, il y a plein de chantiers à aller chercher aussi sur du moins organique, mais en tout cas là, on était très ciblé sur ça. Je vais prendre un autre exemple, peut-être dans l'Indus. Donc là, on Ouais. est chez Alberts. Alberts, on est rentré chez eux via Comap. Comap, c'est un producteur en gros, de robinets, de tuyaux, de tout ce qui est fait pour les plombiers. En gros, OK. ils vendent ce que les plombiers installent, donc des vannes, des robinets, des Je trucs vois. qui gèrent la pression de l'eau, la Ouais. chaleur, ce genre de choses. Et donc le groupe Alberts a racheté Comap, donc on est rentré par Comap, puis maintenant dans l'ensemble du groupe Alberts. Le groupe Alberts, c'est un gros groupe aux Pays-Bas, présent partout en Europe, et qui fait en gros, au-delà de la pure plomberie, qui fait aussi tout ce qui est flux d'air et flux de liquide dans une maison. Donc ils font la clim, le chaud, les chaudières, ce genre de choses. Donc on est dans des trucs, c'est des produits, c'est ce que tu vas acheter toi à titre perso chez Leroy Merlin, tu vois, Ouais. c'est pas des produits en soi méga sexy, c'est pas du consulting. Pour autant, là-dedans, il y a plein d'enjeux. Et ils ont des enjeux business d'aller toucher des bureaux d'études, des installateurs, des groupements d'installateurs, des architectes, Ouais. des gens qui maintiennent des bâtiments. Donc en fait, ils ont des personas qui sont pas l'utilisateur final du truc, qui sont des vrais décideurs, et c'est ça qui les intéresse. Ils ont plein de sujets sur dès que tu touches au chauffage, tu as quand même des sujets d'économie d'énergie, tu as des sujets de réglementation, tu as des sujets de formation pour bien dimensionner les choses. Donc en fait, tu as des vrais sujets B2B là-dedans. Et donc on a créé pour eux des contenus avec des séries, on a brandé ça sous une marque un peu englobante, à la fois média et formation, Mmh. avec pas mal de vidéos, pas mal de textes aussi, des textes adaptés aussi aux cibles, sur des sujets de plomberie, de plomberie quoi. Et ça, l'idée, c'était aussi d'aller chercher de l'organique. Alors ils avaient aussi beaucoup d'ads très produits, très tournés sur le produit, donc Ouais. ils sont remontés un peu dans la chaîne aussi en se disant en fait, il faut que maintenant on ait un engagement et qu'on travaille la marque, la préférence de marque, parce que quand du coup ces gens sont sur des projets de nouveaux bâtiments, de réfection, bah voilà, il y a plein d'offres, il y a une pression des offres chinoises aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui font qu'il faut aller chercher un peu plus, être dans une offre de solution. Il y a beaucoup d'industriels qui vivent Mmh. ce changement-là, qui est de dire bah, comment j'apporte des solutions, comment je fais grandir avec des produits un peu innovants. Voilà, aujourd'hui en plomberie, tu parles de vannes connectées pour gérer à distance ton chauffage. En fait, il y a des nouveaux trucs, il y a plein Ouais. d'innovations. Donc, comment est-ce que tu fais connaître ça? Comment tu véhicules ça et comment tu gardes derrière un côté lien dans la durée pour rester cette marque un peu premium, un peu quali avec eux. Donc voilà, Ouais. deux exemples, je pense, dans des univers très différents qui montrent comment ça peut s'adapter. Et après, les sujets qu'on couvre, les canaux qu'on va utiliser, typiquement dans l'industrie, on va être beaucoup sur méta aujourd'hui.
Ouais. LinkedIn fonctionne aussi sur une partie des cibles, mais pas que. Mmh. TikTok débarque aussi, parce qu'il y a plein de manips qu'on peut faire avec les outils. Donc en fait, c'est assez riche, même sur du B2B qu'on croit un peu old school Mmh. et pas forcément méga digital. Ouais, ouais, donc du coup, c'est ça, c'est que ce que tu disais, c'est que cette indus là, typiquement, elle fonctionnait avec de l'Ads très produit qui, ça tournait bien et du coup, vous êtes allés rechercher des sujets, de formation, de méthodo, enfin d'accompagnement à, la montée en compétences dans le métier, quoi? Exactement, ouais. Ouais, et sur l'indus, je pourrais en citer plein. Dans l'électricité, il y a plein de trucs aussi avec la domotique. Donc, comment Mmh. est-ce que tu formes des jeunes générations aussi d'électriciens pour qu'ils se disent, bah, moi, je mets que des produits Schneider Electric ou que des produits Legrand. On travaille pour Guardian Glass, qui est un concurrent de Saint-Gobain. Donc, ils font des verres, ils font des Ouais, vitres. ouais, Comment tu travailles? Il y a plein de sujets. Tu as un côté, comment je parle aux architectes du sujet respect de la faune des oiseaux. Parce qu'il y a de plus en plus maintenant d'immeubles où c'est que des vitres. que des La vitres, façade, ouais, c'est des vitres. Sauf que les oiseaux, ils rentrent dedans. Et ouais. donc, c'est un vrai sujet de protection qui devient ultra prégnant. Forcément, quand tu mets des vitres partout, et ben, tu perds un peu de chaleur quand même. Donc, tu as aussi des verres qui ont des spécificités spécifiques, enfin, des spécificités tout court, thermiques. T'as besoin de gérer que le soleil rentre pas trop parce que sinon t'as des super locaux mais tout le monde est ébloui dès qu'il y a le soleil qui tape dedans. T'as des formes, les architectes veulent faire des trucs un peu ronds, Ouais. concaves, convexes, donc c'est super complexe à imaginer. Donc t'as plein de sujets comme ça dans des industries que tu soupçonnes pas. Et nous on a bossé dans du nucléaire, dans de la formation à des DRH, dans plein de logiciels différents. Vraiment on a une différence de panel qui est super intéressante, donc une différence de cible, une différence d'enjeu business derrière, une différence de compétitivité aussi Mmh. sur des business qui sont complètement nouveaux. Où, franchement, t'es deux à te tirer la bourre, donc le SEO, c'est pas un vrai sujet, il faut juste trouver quels sont les mots-clés qui seront tapés de main sur Ouais. lesquels il faut être positionné, et puis d'autres où t'es ultra concurrentiel, et t'es obligé de te différencier par une tonalité, par un traitement dans le contenu qui est super différent. Donc ouais, vaste sujet, donc plein de possibilités, peu d'exemples là dans le temps qui nous est imparti à couvrir, Mmh. mais c'est super riche, ouais. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est super intéressant et c'est ce que tu dis, c'est ça, c'est comment est-ce que tu arrives à sortir du produit, en fait, pour remontrer sur les problématiques métiers et puis accompagner ces réflexions-là, Mais c'est un qui très bon guideront in résumé, hein. fine vers le produit, quoi. C'est un très bon Mmh. résumé de tout ce qu'on a dit. C'est vraiment comment j'arrête de taper uniquement sur les mêmes clous avec un seul marteau. Le marteau étant, j'ai un truc à te vendre ou j'ai une promo, j'ai une démo, j'ai un rendez-vous commercial. Mmh. Il faut savoir faire ça, il faut être très bon pour le faire. Ça, c'est le business court terme. Et Ouais. puis, c'est aussi une partie du business, c'est-à-dire que derrière, tu sais closer les leads qui viendront de la demand gen. Mais Mmh. par contre, si tu veux avoir un moteur de croissance pérenne qui est pas dépendant uniquement de combien tu mets chez Google, en ads. Et encore une fois, je tire pas à boulet rouge sur Google Ads, il faut savoir le faire aussi, Oui, il faut le faire il aussi, faut hein. dans le Mmh mix. mh. Mais par contre, c'est-à-dire que tu te coupes de tout un marché ou que tu arriveras beaucoup trop tard sur certaines industries. Quand tu arrives, quand la personne elle a lancé son appel d'offres, tu dis ah bah tiens, on a lancé un appel d'offres, postulé. En fait, souvent c'est déjà trop tard parce que la Ouais, relation elle est déjà établie avec quelqu'un d'autre avec au départ. quelqu'un Donc l'idée c'est de pas ouais. laisser la place aux concurrents dans la tête des gens dans toute la phase un peu d'incubation en fait. C'est cette phase là qui nous intéresse. Et du coup, c'est pareil, tu en as parlé rapidement, tu vois? Mais comment est-ce que tu mesures l'efficacité d'une stratégie demand gen? Évidemment, tu vas faire aussi le lien avec les métriques business, mais voilà, est-ce que tu as des métriques spécifiques que tu suis, Ouais, alors comme on a du contenu, évidemment, on a tout ce qui va être métrique d'audience. Ça, c'est Ouais, méga old school. C'est en gros combien de gens voient tes contenus et sont soumis engagement, à en gros ton influence. Et mmh, ça, dans les différents canaux. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'avant, en fait, avant, c'était simple. Tu avais un blog, une newsletter, tu regardais ça, ça suffisait. Maintenant, le trafic, il est dans plein d'endroits différents. Tu as le social media, tu as des plateformes de mail, il se passe des trucs. Voilà, il faut réussir à se dire comment je reconstruis cette vue-là. Ça, c'est un premier truc. Ce qui commence à être intéressant, c'est de se dire, OK, dans mon panel de leads qui sont intéressants pour moi, donc dans le jargon, c'est les fameux MQL. En gros, à un moment, on les a mmh, qualifiés, on se dit, eux, ils sont dans la cible, j'aimerais bien qu'ils soient clients un jour. De se dire, ces gens-là, c'est quelle est la proportion des gens que tu arrives à garder actifs auprès de tes contenus. C'est à minima, est-ce qu'ils ouvrent un truc tous les 3 4 mois? Est-ce qu'ils participent un peu à un événement, à un webinar? Est-ce que ils réagissent quelque part sur tes réseaux sociaux. En gros, est-ce qu'ils consomment, est-ce qu'ils restent en écoute, même s'ils n'ont pas forcément encore de projet. Ça, c'est un premier indicateur.
Si déjà t'es pas capable de le dire, c'est que souvent t'as un trou dans la raquette. Et Mmh. puis après, ça se maîtrise, enfin vraiment, ça se mesure assez facilement. De se dire, bah, aujourd'hui, ok, j'ai 20%, 30%, 50% de ma base qui est active quand je prends la parole. Et puis évidemment, après, il y a les trucs plus proches business, et c'est souvent ça qu'on va regarder. On va regarder quoi? On va regarder, notamment dans ton travail de gens déjà dans la base, combien tu as réussi à générer de nouvelles opportunités. Mmh. Forcément, une fois qu'on a les opportunités, normalement, on arrive à traquer derrière. Est-ce que ça se close plus? Est-ce qu'on fait des meilleurs paniers moyens? Est-ce qu'on a une vélocité meilleure là-dessus? Ça, c'est derrière à travailler avec le commerce. Mais Mmh. ça, c'est quand même un gros indicateur là-dessus. On a des indicateurs aussi maintenant. Alors, ça dépend un peu des business, mais on a pas mal de choses sur le repeat business, la fidélisation. Ouais. Quand on se rend compte qu'on continue à nourrir, on arrive à gagner plus de business et à garder davantage de business. On a évidemment sur les mécaniques où on a un peu ce tunnel qui se met en place, c'est-à-dire t'as téléchargé un premier truc, derrière on t'envoie d'autres contenus, et puis à un moment quand même on va revenir avec une opportunité de discuter, donc on va regarder vraiment les discussions commerciales qui sont générées par le canal, par les différents canaux d'Imagen, par ce gros bollock d'Imagen, et ça on arrive assez bien à le traquer, entre ce qui vient des pubs, ce qui est de l'entrant direct, et puis on demande aussi aux commerciaux de demander comment les gens nous ont connus. Mmh. Ça c'est un truc, c'est un sujet, on Mmh. pourrait parler de l'attribution pendant un gros moment. Ouais, autre Euh, sujet ça. Aujourd'hui, elle est pétée l'attribution, c'est ultra compliqué de se dire concrètement c'est ça. Donc en désespoir de cause, c'est ultra important que les commerciaux disent bah, comment vous nous avez connus et que ça soit documenté dans le CRM et qu'on puisse faire quelques statistiques. C'est pas 100% correct. Il y a évidemment des trous dans la raquette, mais c'est mieux que de pas le demander. Et là aussi, bien souvent, on se rend compte que ah mais je suis vos contenus depuis super longtemps, ou ah mais ouais je suis machin qui est sur LinkedIn, qui j'adore ce qu'il poste et ça m'a nourri. Et en fait ça on peut pas l'avoir en Non, tracking pur et dur. c'est clair. Donc voilà, donc ça c'est un peu les exemples qu'on a sur ça. Il y a d'autres petites subtilités qu'on peut aller chercher. Ça dépend aussi un peu des outils que tu as. Si t'es mal outillé, tu vas galérer un petit peu plus à récupérer tes infos. Ouais, mais oui, oui, au final, c'est je l'ai dit, tu vois, c'est un chiffre dont je parle souvent aussi avec d'autres marketeurs quand on discute, c'est le pipe influencé par le marketing au-delà de ce qui est purement généré aussi. C'est ça, c'est de voir, dans toutes les opportunités qui sont ouvertes, qui sont pas pure générées market, il y en a combien qui ont quand même eu peut-être des interactions en cours de transaction aussi, ou qui avaient entendu parler avant quoi, par un autre canal, qui n'est pas forcément toujours traqué, objectivement par les logiciels, d'attribution quoi. Très cool. Écoute, merci pour ce retour, d'expérience et puis ces bonnes pratiques. J'aime bien aussi dans le podcast, moi, toujours conclure un petit peu sur, parce qu'on parle toujours de bonnes pratiques et de choses qui fonctionnent. Mais après tout, on a tous des challenges aussi au quotidien. C'est quoi, toi, rapidement, tes plus gros challenges du moment, quoi? Alors les miens, bah, comme toute agence aujourd'hui, c'est d'arriver à continuer à évoluer, voilà, avec l'IA, avec un marché qui est tendu ou pas, ça dépend des business. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai en interne chez Invox. Après, on vit aussi avec les soucis de nos clients. Donc Mmh. nos clients, c'est des directions marketing hein, principalement. Ce qu'on voit quand même beaucoup là depuis quelques années, il y a un côté quand même très court terme. Il y a une pression court terme qui est mise sur les directions marketing qui les invite pas à faire des trucs toujours Ouais. très posés et je pense parfois à faire des erreurs. Donc de brancher, débrancher des choses, ça c'est un peu le pire en demand gen. En fait, il faut avoir un cap. Faut laisser un peu de temps, ouais. Mmh. Ouais, faut se dire j'ai 18, 24 mois et je vais dans une direction sur un marché avec des priorités de cible, avec des priorités thématiques à aborder et je travaille mes canaux dans la durée parce que nos cycles de vente et nos cycles d'incubation avant vente le nécessitent. Donc si je fais juste 3 mois, je vais dire ah bah ça marche pas, bah ouais mais en fait t'avais amorcé des trucs et tu vas récolter les fruits plus tard. Et ça aujourd'hui c'est quand même assez bien documenté. Il y a beaucoup de CMO qui disent bah nous on a assumé de faire ce truc là, de faire une logique d'événement, de faire des vrais webinars quali, d'investir dans le contenu. Et en fait maintenant on en récolte les fruits. Donc ça c'est le premier sujet. Moi, je vois, il y a quand même une vraie problématique aujourd'hui sur le côté tension entre je fais de la qualité de contenu et je fais de la quantité. Il y a quand même une petite musique de fond là sur l'IA, sur la production volumique, choses comme ça. Tous les gens qui ont eu cette tentation, moi, je la comprends. C'est, t'as envie d'y aller. En fait, on se rend compte que aujourd'hui, il y a une inflation, il y a une boulimie de contenu qui est produite.
il y a beaucoup de choses pas très intéressantes qui, en vrai, ce qui marche, c'est ce qui marchait déjà il y a longtemps, c'est de faire des bons contenus. Et donc, il vaut mieux en faire un peu moins, mais le faire un peu mieux. Et par contre, de pas décorréler ce truc-là de la diffusion, de se dire mon job il s'arrête pas quand j'ai juste créé des contenus. Il y a vraiment un côté comment je les fais connaître dans la durée, donc comment je suis en maîtrise des canaux, de ces fameux canaux et pas seulement les canaux fin de pipe quoi, fin de funnel, vraiment les canaux de présence auprès de ma cible et de se dire voilà, parlons de moins de choses, faisons peut-être moins de contenu, mais faisons-les bien, portons-les sur les différents canaux et soyons sûrs qu'on a été entendu là-dessus. Et je trouve que c'est un peu compliqué pour les directions marketing aujourd'hui de l'avoir parce que je pense déjà ils ont pas mal de turnover dans leurs équipes. Il y a ce côté pression, il y a ce côté mais il me faut des métriques, prouve-moi que tu génères du MQL. On est encore un petit peu, ça change, hein, mais on est encore un petit peu dans ce mode-là qui, à mon avis, est un peu toxique pour la bonne marge des choix marketing, des strates marketing. Je trouve qu'on fait beaucoup de tactiques marketing et moins de strates marketing. Donc voilà, donc si j'avais un vœu, ça serait aussi qu'on aille un petit peu plus vers ça. Et c'est bizarre parce qu'on n'a jamais eu autant de data et on n'a jamais trop su quoi en faire dans la durée. Donc on essaie de faire des optis sur un truc général qui est mal fait, sur une vision globale, une machine globale marketing qui est pas bien posée, quoi. Ouais, bah, puis c'est, le piège aussi, tu l'as dit, de certaines, régies, qui enfin, en fait, le biais de la data, c'est qu'à la fin, tu finis par faire que ce que tu es capable de mesurer aussi, et donc tu t'orientes vers les canaux sur lesquels tu as des trucs assez directs, passer sur lesquels tu as de la donnée parce que tu sais le mesurer, en fait. Et donc bah, c'est là où effectivement il faut être capable de tenir un cap à long terme, sur des choses dans lesquelles tu crois, parce que tu sais que c'est important, même si, la donnée est moins évidente, quoi. Très cool. Bah, écoute, merci pour tout ça, Guilhem. Si en conclusion, tu voulais retenir une chose de notre échange, ce serait quoi? Et ben, bah déjà, je vais réécouter quand ça sort. Mais Ce sera trop non, tard pour rajouter la conclusion, je te ouais, le j'ai dis. rajouté un like sur le truc. Abonnez-vous et mettez des likes sur les commentaires. C'est super important pour le boulot que les podcasteurs font. Donc déjà, tu le rediras peut-être, mais déjà Mmh. faites-le. Non, moi, je garde le côté content. C'est moi mon ADN. Je suis ultra persuadé de ça. Euh, les formes ont changé, la manière de le faire ont changé. Il y a l'IA aujourd'hui. Il faut pas être aveugle de ça. Ça sert, c'est utile. Faut le faire au bon endroit. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ce côté content is king, c'est vraiment la tarte à la crème du secteur, mais pour moi, Mmh. c'est vraiment ça, mais pas isolé. Voilà, c'est pas le service com qui porte ça. Pour moi, c'est un vrai enjeu marketing en lien avec les ventes, donc pas isolé du reste du monde. Mais pour moi, c'est ça. C'est si aujourd'hui vous investissez pas dans votre contenu, en fait, il y a beaucoup de choses dont la perf va tomber là dans les prochaines années, et ça, moi, j'en suis Mmh. mais convaincu de chez convaincu. Et investir dans le contenu, c'est pas forcément dans la quantité de contenu, mais c'est dans le bon contenu, au bon endroit, quoi. Très cool. Bah, écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Guilhem. C'était super intéressant. Si jamais il y a des petites questions pour toi, bon, tu l'as évoqué 1000 fois, j'imagine que tu es sur LinkedIn, du coup? Je suis pas mal sur LinkedIn, un peu trop. Ouais. J'aimerais limiter ma dépendance à LinkedIn, mais si vous êtes sur LinkedIn aussi, vous me trouverez assez rapidement. Donc Guillaume Berthollet sur LinkedIn, ça arrivera chez moi. Bah, écoute, merci pour tout, Guilhem. Je te souhaite une bonne journée. Ouais, merci à tous et puis merci beaucoup Axel.